Roule avec Driver, un dimanche de plus, pas un dimanche de trop. Me revoilà, depuis la semaine dernière, je suis revenu, je suis en pleine forme. Donc là, on va s'attaquer à un gros morceau, comme je vous ai dit, je suis en pleine forme. Donc on y va. On va s'attaquer au label de Dr. Dre, son label actuel qui est Aftermath. Je dis actuel parce qu'avant il était chez Death Row et les histoires sont liées. Donc ceux qui ont écouté le Roule avec Driver spécial Death Row qui a été fait en 2 parties, n'hésitez pas à vous la remettre parce que la fin de cette émission, ça correspond au début de celle d'aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je suis avec mon pote Hugo. Hugo, ça va? Yes, la forme et toi? Ça va en pleine forme. Voilà, on va se mettre bien que du Aftermath aujourd'hui. Alors, je vous préviens. Là, on va jouer la musique des gens qui ont sorti des albums chez Aftermath. Mais il y a une flopée d'artistes qui ont signé sur ce label et qui n'ont jamais sorti d'album. Et le but, ce sera un peu comme des pages de pub, de balancer des noms tout au long de l'émission. Alors, tout au long de l'émission, je vous balancerai des noms d'artistes qui ont été signés sur le label et qui n'ont pas sorti d'album, malheureusement, là-bas. Ou heureusement pour certains. Donc, voilà. Alors, Aftermath, Dr. Dre, quitte Death Row à une période où ça part vraiment en vrille du côté de Death Row. Ça veut dire, on est vraiment une période où la guerre Bad Boy contre Death Row est très très haute, très très forte. On est une période où les médias ont rebaptisé cette guerre East Coast contre West Coast. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour des artistes de la East Coast d'aller faire de la promo sur la West Coast et inversement. Donc c'est vraiment très 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 tendu. Tupac est sorti de prison. Il part en guerre contre Bad Boy avec Suge Knight. Dr. Dre, il est pas trop là-dedans. Il veut pas ça. Lui, Dr. Dre, c'est un mec de studio, un music man, comme ils disent. Lui, il voulait juste faire de la musique. Donc, petit à petit, il prend du recul. Il s'implique pas du tout dans la guerre entre Death Row et Bad Boy. Et jusqu'à quitter carrément le label en se disant, voilà, là, ça part trop en vrille. Death Row, il y a des passages à tabac tous les jours. Et pas que contre des mecs de la East Coast, hein, c'est-à-dire dans les studios même de Death Row. Je me rappelle d'une interview de Ned Dogg, Rest in Peace, où il disait, ouais, non, chez Death Row, moi, je viens toujours avec mon flingue, hein. Faut toujours venir avec son flingue. Il parle quand même du label dans lequel il est signé. Il est censé aller dans les bureaux, dans les studios pour travailler. Il dit non, je viens avec mon flingue parce que là-bas, il y a des mecs qui se font rosser et tout. Donc, c'était vraiment ça l'ambiance. Et Dr. Dre, il en a eu marre. Il s'est dit, moi, je quitte, je lâche tout. Pas comme dans le film Straight Outta Compton où à la fin on le voit partir comme un super héros, on aurait dit un Marvel. C'est pas comme ça que ça s'est passé, hein. Il a dû céder toutes ses parts à Suge Knight parce qu'il savait que Suge Knight lui rachèterait pas, lui donnerait pas d'argent, donc il a dit vas-y, je te laisse tout, je m'en vais, j'en peux plus et tout. À partir du moment où Dr. Dre est parti, il faut savoir que Death Row, que ce soit Suge Knight ou Tupac, ils ont commencé à insulter Dr. Dre. Ils ont détesté le fait qu'il s'en aille et Dr. Dre n'a jamais répondu à ces attaques. Ils ont commencé à dire qu'il était gay. Quand on est rappeur, c'est l'insulte suprême. Surtout aux États-Unis, tu peux insulter la mère, le père de quelqu'un, mais dès qu'on dit que t'es gay, c'est grave. Donc voilà, ils ont commencé. Si vous écoutez To Live and Die in LA de Tupac Machiavelli, à la fin il dit que ce morceau c'est California Love, deuxième partie, Cendré le gay. Il dit ça à la fin du morceau, clairement. Donc voilà, ils sont vraiment... c'est la guerre, mais Dre ne veut pas répondre à Tupac. Et surtout, il craint Suge. Il sait très bien. C'est lui qui a mis Suge dans Death Row parce qu'il justement il avait des soucis avec Eazy. Il fallait qu'il récupère son contrat chez Ruthless. Donc il sait pourquoi il a appelé Suge Knight. C'est parce que Suge Knight, c'est pas un tendre. Donc il est parti récupérer le contrat. Bref, ils se sont arrangés et il a pu créer Death Row. Donc il allait sûrement pas répondre à Suge, sachant qui est Suge. Donc voilà, au final, il décide de se barrer et Tupac et Biggie meurent. Donc là, vraiment, il se dit, j'ai vraiment fait le bon choix de me barrer. Et surtout, lui, il veut apaiser les tensions entre la East Coast et la West Coast. Donc le premier projet qu'il fera, ça sera une compilation, Aftermath, qui s'appelle Dr. Dre présente Aftermath. Et dedans, il y a ces nouveaux artistes, entre guillemets, qu'il a signés. Je dis nouveaux parce que c'est des gens qui ont déjà des carrières ou mini-carrières. À ce moment-là, il signe King T, qui est un ancien de la West Coast, un mec de Compton, qui a déjà plusieurs albums, un mec dont je suis très fan, hein, je vous le cacherai pas. Et j'ai déjà parlé, je crois, dans le spécial Biggie, d'un mec de Brooklyn qui est un ami de Biggie
et qui était super fan de West Coast. En fait, c'était le seul mec du quartier à écouter de la West Coast, et c'est lui qui ramenait tout le temps, qui faisait écouter des trucs à Biggie de West Coast, et Biggie et tous ses potes disaient mais c'est de la merde, on n'écoute pas ça nous, jusqu'à ce qu'il lui fasse écouter Tupac. Et là par exemple quand il a écouté Tupac, il a pété un câble. Biggie il a dit mais lui il est magnifique, il est bien. Bah il lui avait fait aussi écouter un artiste qui s'appelle King T, et Biggie était tombé complètement fan de ce mec-là, et beaucoup de gens disent que Biggie s'est même inspiré de ce King T. Et c'est vrai que quand on écoute la musique de King T, la voix, la façon de rapper, on reconnaît un peu Biggie. Je sais en tout cas ce que les gens disent que Biggie aurait pris chez King T. Donc voilà, King T c'est une légende à Los Angeles, et surtout que c'est un mec de Compton comme Dre. Donc Dre le signe, et il décide de signer aussi RBX, un ancien mec de Death Row qui s'est barré. C'est le premier mec à être parti de chez Death Row. Ce qui est marrant pour la petite histoire, c'est qu'en se barrant de chez Death Row, il a insulté Dr. Dre. Mais, mais ça c'était plus parce qu'il avait peur de Suge. Mais, au final, ils se retrouvent à travailler ensemble. Et il y a cette compilation, donc, qui s'appelle Dr. Dre présente Aftermath. Et le premier single, c'est un morceau qui s'appelle, d'un groupe formé juste pour le morceau, qui s'appelle Groupe Thérapie. Et le morceau s'appelle East Coast, West Coast Killer. Et ça veut dire, en gros, il y a des tueurs des deux côtés au niveau du rap. Ça sert à rien de se faire la guerre, et donc il prend 2 mecs de la East Coast, 2 mecs de la West Coast. Pour la East Coast, il y a KRS-One, légendaire, il y a Nas, légendaire, et surtout Nas qui est le premier mec de la East Coast à travailler avec Dr. Dre sur son deuxième album de Nas qui s'appelle It Was Written. Il y a un morceau qui s'appelle Nas Is Coming, produit par Dr. Dre, et c'est le premier mec de la East Coast à avoir un beat de Dr. Dre en fait. Donc voilà. Et pour la West Coast, il y a RBX qui est fraîchement signé chez Aftermath, ancien mec de Death Row, et il y a Be Real de Cypress Hill. Voilà, ils font ce morceau à 4, et en gros c'est un morceau qui est censé apaiser les tensions, parce qu'à ce moment-là c'est vraiment chaud. Les mecs de la East Coast vont plus sur la West Coast, les mecs de la West Coast vont plus sur la East Coast, et des fois il y a même des gens qui sont affiliés, qui ont des problèmes. Je pense notamment à un mec comme R. Kelly, qui avait fait plusieurs morceaux avec Biggie, chanteur de R&B, il va à Los Angeles, parce qu'il a de la promo à faire ou des concerts, il se fait braquer. Et quand les mecs le braquent, ils lui disent « T'es le pote à Biggie ». Donc c'était vraiment ça, c'était tendu comme ça. Maze, rappeur de Bad Boy, il s'est fait dépouiller à Los Angeles. J'ai déjà raconté ici, Dog Pound, ils vont faire un clip, bon, c'était particulier, ils vont faire un clip où ils insultent New York, ils vont le tourner à New York, on leur tire dessus, il y a des coups de feu. C'était vraiment ça l'ambiance. Donc Dre s'est dit je vais faire ce morceau East Coast, West Coast qu'il a pour apaiser les tensions. Alors ça a été annoncé comme un gros truc. Dre c'est une superstar à ce moment-là, toujours, même s'il est parti. Ça a été annoncé comme un gros truc, mais finalement l'impact n'est pas si énorme que ça. Le morceau qu'on a écouté en début d'émission, Been There Done That, sera le deuxième single, où on a un Dre qui se place en OG en disant j'ai tout vu, j'ai tout fait, c'est bon, j'en ai marre de tout ça, faut passer à autre chose et tout. C'est Dre, on écoute, mais les ventes elles sont pas au rendez-vous. Il faut savoir qu'au final cette compilation elle fera platine, ce qui est 1 million là-bas aux États-Unis, et Dre l'appelle ça un flop parce que lui il faisait 4 millions minimum, c'est des trucs comme ça. Il a fait Snoop Doggy Dogg, enfin le premier album de Snoop qui a battu des records, qui doit être 5-6 millions, des trucs comme ça. Donc quand il fait 1 million, lui il appelle ça un flop en fait. Donc ça marche pas pour lui. Dans la compilation, il y a des bons morceaux, mais c'est pas la folie en tout cas. C'est pas. Le mec a fait Chronique juste avant, le premier Chronique. Donc là, je suis en train de vous parler, on écoute l'instru derrière d'un morceau de Chronique. Voilà, c'était la folie Chronique. Et là, on sort d'un truc. Et moi, par exemple, je suis un grand fan de Dre. Je me force à me dire que cette compilation est bien. Je continue, je l'écoute énormément et tout. Mais au fur et à mesure que je l'écoute, je zappe des morceaux, ce que je ne faisais pas sur Chronique. Donc au final, voilà, il a pas perdu le truc. On sent qu'il est très fort, il est toujours aussi pointilleux. Ses musiques, c'est juste incroyable et tout, mais c'est plus fluide comme avant. Mais bon, bref, comme je l'ai dit, une défaite de Dr. Dre, c'est 1 million, normal. Platine. Donc voilà. La suite, c'est que donc, pour Dr. Dre, c'est un flop. Aftermath, c'est signé, distribué par Interscope, qui est une division d'Universal. C'est eux aussi qui s'occupaient de Death Row, donc ils connaissent bien les chiffres de Dr. Dre, Chronique, Doggy Style avec Snoop, ils connaissent bien les chiffres, et eux aussi ils se disent non, Dre qui vend 1 million, c'est pas assez.
Mais il a carte blanche, tout le monde sait que c'est un génie et c'est une superstar. Donc le prochain projet, Dr. Dre décide de frapper fort et il est toujours dans son truc de il faut réunir la East Coast et la West Coast. Donc il décide de produire, en tout cas coproduire avec les Trackmasters, l'album d'un super groupe de New York. Quand je dis super groupe, c'est des gens voilà qu'on a mis ensemble. C'est chapeauté par Nas, qui est proche de Dre à cette époque-là. Donc le groupe s'appelle The Firm. Dedans il y a Nas, il y a Foxy Brown qui est platine avec son premier album. Il y a Nature qui est un jeune rappeur du Queens à ce moment-là, qui est un mec qui est en devenir, et de se retrouver dans ce super groupe, ça va lui faire du bien énormément. Il y a AZ qui est partenaire de la rime de Nas sur le premier album de Nas, qui rappe avec lui sur le fameux morceau Life is Beach, où AZ a un couplet incroyable, qui a un album incroyable qui s'appelle Do or Die, qui est disque d'or aussi. Donc c'est vraiment un super groupe, et à la base il devait avoir Cormega, qui était le mec du Queens, qui était censé tout péter à ce moment-là, très gros rappeur, et finalement suite à des embrouilles, qui s'est retiré, ils ont mis Nature à la place. Mais bref, c'est un super groupe de New York, et à ce moment-là tout le monde en parle, tout le monde dit quoi, c'est super rappeur de New York sur des sons de Dr. Dre et Trackmasters, non c'est obligé d'être incroyable et tout. Et donc il tease sur tout ça et tout le monde attend. Moi j'attends énormément, et comme je vous ai dit en début d'émission, je vais vous citer des noms d'artistes qui vont être signés chez Aftermath et qui ne sortiront pas d'album. À ce moment-là, Dr. Dre il signe une chanteuse qui s'appelle Dawn Robinson, qui fait partie d'un légendaire groupe de R&B qui s'appelle En Vogue. Et le truc c'est que Dre en fait il est vraiment là-dedans à ce moment-là. Il est dans le truc je vais pas chercher des nouveaux artistes. Je vais prendre des artistes qui sont déjà installés, qui ont déjà vendu des disques, qui ont déjà un public, et moi je ramène ma plus-value dessus. Tout à l'heure je parlais de King T, il y a Rakim qui est une légende du rap américain, qui se retrouve chez Dre, signé chez Aftermath, et tout le monde dit Rakim et Dr. Dre, ça va être énorme. Donc voilà, il y a cette Dawn Robinson qui est là. Donc du coup, il doit la placer, parce que c'était comme ça à l'époque, c'est quand tu signes un artiste, tu la places en feat, ou tu le places en feat si c'est un mec, sur des projets qui sortent et tout. Donc déjà, Dawn Robinson fait le refrain du premier single de Firm, qui s'appelle Firm Bees. Et voilà, le morceau sort. Le morceau est produit par Trackmasters. C'est un vrai morceau radio et tout. Ça prend pas de fou, parce que en vérité, les gens ils attendent que les mecs kick. On a AZ, on a Nas. Nature, c'est un nouveau, mais AZ et Nas, c'est des kickers. Donc tout le monde attend que ça kick, mais en même temps, Nas, il a compris avec son deuxième album, It Was Written, que il fallait des morceaux pour la radio. C'est ce qui fait que It Was Written a eu des meilleurs chiffres que Illmatic. C'est parce qu'il a fait des chansons pour la radio. Donc il était dans ce truc où oui, il faut qu'on ait un premier single pour la radio, à savoir que sur It Was Written de Nas, c'était If I Rule the World avec Lauryn Hill, produit par Trackmasters. Donc là, c'était Trackmasters qui faisait le premier single de The Firm, ils attendaient. Mais au final, le morceau qui a le plus pris, c'est un morceau produit par Dr. Dre qui s'appelle Phone Tap. Incroyable. C'est-à-dire la musique, jusqu'à maintenant, moi je m'en suis pas remis. C'est incroyable, et c'est une conversation téléphonique, des transactions de drogue, de tout ça. C'est à l'époque où Nas se prenait pour Pablo Escobar, hein. Il s'appelait Nas Escobar, tout ça. Donc on est vraiment une guitare un peu mafieuse, vraiment Dre, ce genre-là. Tellement l'instru est dingue. Faith Evans et Carl Thomas, qui sont des chanteurs de R&B signés chez Bad Boy, reprendront cet instru pour en faire une chanson à eux, et la chanson R&B, elle tue aussi. Voilà, c'est Dre. C'est cette chanson-là qui marquera le plus les esprits. Mais l'album, moi pareil, hein, je suis un grand fan de Death Row. Quand Dre part, je suis Dre, parce que je suis un grand fan de Dre aussi depuis NWA. Et donc pareil, comme la compilation, je me force à l'écouter, je me force à dire que c'est bien. Mais je commence à zapper des morceaux au fur et à mesure que le temps avance, et je me rends compte que il m'en reste très peu au final. Il doit me rester 4-5 morceaux sur un album de 18 ou 20 titres, je sais plus en gros. C'est là que je me dis, ouais, ça aussi il l'a raté en vrai. Une fois de plus, l'album est platine, mais ils appellent ça un flop. Et plus tard d'ailleurs, dans le Chronique 2001, dans le morceau Forgot About Dre, où Dre rappe avec Eminem, il dit dedans, oui, après le flop de The Firm, c'est-à-dire, moi, à chaque fois, je me suis dit, mais moi, j'aimerais bien faire des flops platine, moi. C'est là où on voit, entre guillemets, Dr. Dre, c'est un bourgeois de la musique. Il a vendu énormément de disques très tôt. Ça veut dire, quand il fait juste platine, il dit, c'est un flop. C'est beau, quand même. Moi, je trouve ça beau. Mais bon, voilà. En tout cas, The Firm, coup d'épée dans l'eau. Nature, qui est le rappeur, qui était pas connu dans ce super groupe, qui était censé profiter
de ce super groupe, mais vu que finalement, comme le dit Dr. Dre, c'est un flop, Nature, il fera jamais de carrière en fait. Et c'est là qu'on voit que des fois le destin, c'est-à-dire tous les feux sont verts en fait. Tu te retrouves dans un groupe avec Nas, AZ et Foxy Brown. Dr. Dre qui vous fait des prods, tu te dis mais ma vie elle va changer. Et non. Donc c'est fou. Dr. Dre tourne en rond et pour dire la vérité, il déprime. Et le problème de Dr. Dre, c'est que quand il déprime, il boit. Ah oui. Dr. Dre, c'est un grand buveur. Il fume un peu, mais en vérité, ça n'a jamais été un grand fumeur. C'est Snoop qui fumait énormément et ils ont appelé l'album de Chronic parce que Snoop en fumait beaucoup. Mais il faut savoir qu'à la base, Dre, c'est pas un fumeur. Si on écoute dans NWA le morceau Express Yourself, il dit I don't smoke weed. Il le disait très bien et il a commencé à fumer quand il rencontre Snoop en fait. Mais Dre, c'est vraiment un alcoolique. C'est ça son truc et ça lui a valu beaucoup de problèmes, notamment de violences domestiques comme ils disent aux États-Unis et surtout des accidents de voiture. Il a fait énormément. Pour moi, t'en fais 3, c'est énorme. Voilà. Il a fait énormément d'accidents de voiture, mais des trucs où il aurait pu perdre la vie et tout. Mais voilà, il était sous et tout, donc c'est son problème. Dre était un grand alcoolique. Mais là, quand il déprime, il retombe dans ses vieux démons, alors qu'il s'était un peu sevré et tout. Et il est pas bien. C'est une période où il est pas bien. Il se dit comment je peux relancer mon label. Est-ce que j'ai perdu le truc et tout. Et voilà. Et il reçoit en fait des démos, c'est Dr. Dre, hein, il reçoit des tonnes de démos, les gens, dès qu'ils trouvent une adresse, un moyen de lui envoyer des démos, il lui envoie. Et un jour, il écoute une cassette, parce que c'était l'époque des cassettes, et il entend un mec complètement fou qui lui fait rire, il adore, met la cassette de côté, il dit, tiens, ça c'est intéressant, j'aimerais bien travailler sur ce mec-là. Voilà, il reprend sa vie, il est déprimé, il boit. Un jour, Jimmy Iovine, qui est le boss d'Interscope, il l'appelle et dit, bon, c'est quoi la suite? Et ça, c'est beau quand même. Quand tu sors d'entre guillemets 2 flops, en général, on te dit, elle sort d'ici. Mais là, c'est Dr. Dre, c'est une superstar. Il peut pas mourir comme ça. Donc, on lui dit, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu fais et tout? Et il faut dire quelque chose, en fait. Donc, il dit, ouais, j'ai écouté un mec, un truc, c'est intéressant. Je pense que je vais peut-être bosser dessus. Il dit, ouais, c'est quoi et tout? Fait écouter. Il fait écouter Jimmy Iovine trouve ça vraiment, il dit ouais, c'est intéressant, il a une folie le mec et tout. Après il dit oh, bon, faut se renseigner et tout un peu sur le mec, faut aller le chercher, faut le rappeler. Quand ils contactent le mec, ils apprennent que le mec est blanc. Ce qui est très rare dans le rap américain à l'époque et souvent les rappeurs blancs, il y a eu un groupe par exemple qui s'appelait Young Black Teenager, c'était des blancs. Il s'appelait Young Black Teenager, les jeunes noirs, ils étaient blancs. Avec des dreadlocks, tout ça, machin. Voilà, c'est pour dire que voilà, souvent il y a un espèce de complexe quand t'es blanc dans le rap américain où il faut que je me fasse accepter et ça va super loin jusqu'à s'appeler noir ou quoi. Voilà, il y a des trucs comme ça. On avait Vanilla Ice qui avait eu un gros succès avec Ice Baby, il est obligé d'inventer des histoires. Moi, quand j'étais jeune, j'étais à l'école avec Public Enemy et PMD, ce qui est totalement faux. Voilà, on était là-dedans, c'était dur d'être blanc dans le rap. Voilà. Et donc, du coup, quand on apprend Dr. Dre que ce rappeur est blanc, il dit, quand on lui dit ça sur la pointe des pieds en disant, ouais, ça va être compliqué. Dr. Dre dit, en plus, il est blanc. Magnifique. Ça va être encore mieux. Bon, vous l'aurez compris, c'était Eminem. Donc, il fait venir Eminem, il le contacte. Eminem est comme un fou, grand fan de NWA, grand fan de Dr. Dre. Donc, il dit, c'est incroyable, il m'a répondu, il le contacte, il le fait venir à Los Angeles. Faut savoir qu'Eminem est quasi SDF à ce moment-là. Donc lui, il dit ça à Dre. Dre dit non mais viens à Los Angeles, je te mets un appart à disposition. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu rappes. Donc tout ce dont tu as besoin, tu me dis et voilà, il y a pas de problème. Donc il ramène et tout, il le met dans un appart, il y a le studio, tout ça, et carrément lui met même un micro, carte son dans l'appart. Et apparemment Eminem a déjà enregistré plein de trucs. Quand Dre vient le chercher, il a déjà enregistré plein de trucs. Eminem est complètement fou, il est excité de se retrouver avec Dr. Dre, qui est une légende déjà. Et donc, Dre, qui est un bourreau de travail, il se retrouve en face d'un rappeur qui l'est aussi. Il est comme un fou, il se dit mais il est parfait ce mec-là. Donc il l'emmène au studio. Il y a ceux qui ont vu le documentaire Defiant Ones, où on retrace un peu l'histoire de Jimmy Iovine, d'Interscope et Dr. Dre. On voit des images de studio où ils sont en train de faire Hi, my name is. Et d'après ce que dit Dre, c'est un morceau qui a été fait en 1 heure et demie. Et
Et on voit dans les images, Dre, il est mort de rire, en fait. Il regarde Eminem, il dit, ce mec est fou. Et ouais, il est mort de rire. On voit tout de suite, dès le début, Dre, il est fan de son artiste. Et ça, c'est super important. Donc, il bosse dessus. Mais quand même, vous remarquerez, moi, en tout cas, j'ai acheté le premier album d'Eminem, dès qu'il est sorti. Moi, de toute façon, dès que je voyais nouvelle signature de Dre, je dormais devant le magasin, j'attendais. Donc, si vous reprenez le premier album, qui est le Slim Shady LP, regardez bien. On voit pas sa tête. Nous, public, on sait pas qu'il est blanc quand on l'achète. Et c'est quand tu achètes le CD, tu l'ouvres et tu vois une photo, genre hey, je vous ai eu. Il fait vraiment une tête comme ça et on le voit, cheveux blonds platine qu'il a fait lui-même et vraiment il fait une tête hey tout ça. Et j'étais pété de rire. Je me dis vraiment, on voit une ombre, on voit lui avec sa fille, on dirait qu'ils vont se jeter à l'eau, qu'ils vont se suicider, on comprend pas. Et quand tu ouvres le CD, il est vraiment en mode je vous ai eu, je suis blanc. Et je trouve ça magnifique en fait. C'est totalement assumé. Et je pense que voilà, si c'était lui, ça leur a mis sa tête directement devant, sachant que lui, il vient des battles, il a fait énormément, il a fait le tour des États-Unis avec différentes ligues de battle et tout. J'ai vu une interview de Redman qui disait mais Eminem, moi je le connais depuis longtemps avant qu'il signe chez Dre. Il était là, il tuait des mecs sur scène. Voilà, donc voilà, les gens dans le milieu ils le connaissent. Mais je pense que c'est Dre qui s'est dit avec son équipe, non, on va jouer sur mystère et tout, et après, je vous jure, ça va partir comme des petits pains, vous allez voir. Et Slim Shady LP a été un succès tout de suite. Donc ça, mais quand je dis succès, c'est pas 1 million. Là, on parle de 4 millions tout de suite. Et là, direct, on dit, Jimmy Iovine d'Atascope dit, voilà, Dre, là, on revient dans tes vrais chiffres, tout ça. Donc c'est parti, mais surtout, Eminem, c'est un phénomène. C'est-à-dire, le mec, quand il arrive dès le premier album, il est là, à ce moment-là, Britney Spears et Christina Aguilera sont au top de leur game. Il passe son temps à les égratigner, les titiller, tout ça. Il dit des trucs incroyables. Ça veut dire, lui, c'est... au moment où Dre se disait il faut apaiser les choses, East Coast, West Coast, lui il arrive en mode on s'en bat les couilles, on tire sur tout le monde, on fait tout et n'importe quoi. Et sur le ton de l'humour, donc les gens l'encaissent plus facilement, mais surtout c'est un grand technicien, c'est un très grand rappeur, c'est un mec qui a une plume de fou, il écrit super bien et tout. Donc vraiment Eminem là, par rapport à ce que je disais juste avant là, où quand t'étais blanc dans le rap américain c'était compliqué, tu marchais sur des œufs, Eminem il a accepté tout de suite, parce que énormément de talent. Et surtout dès le premier album, on sent que l'album n'est pas parfait. Il est très bon, mais il est pas parfait. Mais dès le premier album, on sent que le mec il a un potentiel pour faire un album parfait. Mais genre tout de suite après, on le sent. Moi je suis devenu fan tout de suite. Je me dis putain mais ce mec est fort. J'ai écouté énormément son premier album. Quand je dis son premier album, chez Aftermath parce qu'il a un album en indé juste avant. Mais bref, on est là pour parler d'Aftermath. Donc ensuite ils font ce deuxième album d'Eminem qui est la pièce maîtresse de sa carrière, de Marshall Mathers LP, où il y a des morceaux comme Stan. Moi, la première fois que j'ai entendu Stan, j'ai pété un câble. C'est le concept, tout comment ce mec qui est fan de lui, qui est complètement fou. C'est simple, aux États-Unis, dès que t'avais un fan un peu fou, on disait ah c'est un Stan. À cause de ce morceau, ça y est, le prénom Stan, c'était pour tous les fans fous. Ah c'est Stan, ah c'est ton Stan, ah c'est un Stan. J'étais mort derrière. D'ailleurs, pour la petite histoire, je ne citerai pas le nom de l'artiste, un rappeur français. Que je voyais souvent à l'époque et qui avait des disques de platine, qui avait vendu beaucoup de disques ici en France. C'est pas un mec de secteur A parce que tout le monde se dit je viens de Sarcelles donc c'est un mec secteur A. Non, c'est pas un mec secteur A. Et donc du coup quand je le voyais comme ça dans les rues de Paris, on était souvent ensemble. Et à chaque fois il y avait des fans qui le voyaient. Ah, il devenait fou là. Et moi ce que je faisais, je me mettais en retrait, je chantais. Et lui, il était obligé de rire. Il disait arrête. Et moi, je disais c'est des Stan. Tout ça. Donc, c'était vraiment la chanson, voilà, pour la folie. Mais il y a des trucs comme The Way I Am, qu'on va écouter juste après. The Way I Am où il fait venir Marilyn Manson dans le clip, tout ça. Il avait cette image. White trash. En même temps, il était là, il allait chercher des gens dans le métal, dans le rock. Il touchait tous ces publics-là, le rap bien sûr en même temps. Et c'était très intelligent comment ils ont amené le truc sur le deuxième album. Là, on parle d'un album parfait. Et en plus, il avait tout le soutien de la West Coast par rapport à Dre. Il y a Beach Please partout, sachant que le Beach Please première partie, c'est un morceau de Snoop qui est sur un album de Snoop. Donc quand tu fais partie 2, en général, tu fais partie 2 de ton propre morceau. Non, là, ils ont décidé de faire la partie 2, mais d'un morceau de Snoop. La partie 2, elle est sur un album d'Eminem. Normal. Et pour la partie 2,
Il y a MC Ren de NWA qui est dans le coin. Bon, il y a Dre qui rappe, super bien d'ailleurs. Et il y a Snoop, il y a Exhibit. Normal. Tout le monde est là, pour Eminem. Et Eminem qui fait un super couplet où il reprend des phases de Snoop, justement, de Beach Please Part 1. Voilà. Tout se passe bien. Après, il a des morceaux où il parle de tuer sa femme, Kim. Un morceau qui est incroyable, avec des guitares, des trucs. Vraiment. L'album est super bien construit et le personnage d'Eminem, il s'installe un peu plus. C'est un fou. Le mec est complètement fou. Et les gens adorent ça. Ils en demandent et plus il fait des folies, plus il attaque des gens, plus il a des embrouilles et plus on se dit, ah ouais, non, mais, on l'aime. Moi, je me rappelle, il est venu avec le premier single de Real Slim Shady, qui était incroyable quand c'est sorti, et il faisait les MTV Awards. Et, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé son live à l'extérieur de la salle, avec 50 Eminem. Quand je dis 50 Eminem, c'est des blancs, avec la teinture blonde et des t-shirts blancs. Ils étaient 50 et lui était devant, habillé pareil, et il rappe. Les mecs le suivent et ils rentrent tous dans la salle et c'était la folie. C'était la folie. Tout le monde était c'est le retour d'Eminem et tout. Donc voilà, derrière il fait Eminem Show qui est un super album. Après, je vous cache pas que ça commence à tomber au niveau de la qualité parce que il commence à faire des sons, des instrus lui-même. Je l'ai jamais trouvé superbe à ce niveau-là. Maintenant, lui, comme il a un gros public, ça vend. Le mec se prend pour un génie en termes d'instru. Et il continue d'en faire. Et je pense que ça a commencé à se gâter à ce moment-là. Et après, voilà, comme je parlais de Dre, quand il fait 1 million, on dit que c'est un flop. Eminem, à un moment, il a commencé à vendre 4 millions encore son 4e album chez Aftermath, il me semble. On a parlé de flop là-bas, hein. Parce que lui, c'était 15, 20 millions. C'est des trucs comme ça. Donc, que tu vends 4 millions et voilà. Et voilà, après, il a commencé à vendre un peu moins. Il a eu un pic où il est revenu, je crois que c'était Recovery, je crois. C'est un album qui était un peu plus pop, celui où il y a I'm Not Afraid, tout ça. Le morceau avec Rihanna, I like the way you lie, ou I love the way you lie, je sais plus. Voilà. Cet album, il était super pop et ça a plu à un auditoire blanc et du coup qui ont acheté et il est revenu dans des chiffres assez convenables, mais après il est retombé et là bon, c'est beaucoup plus compliqué maintenant, mais c'est un mec qui a une carrière énorme, c'est peut-être le plus gros vendeur, il me semble que c'est lui qui a les plus gros chiffres de toute façon, et c'est Aftermath qui est derrière, Dre qui est derrière, et surtout, contrairement à beaucoup d'histoires dans le rap américain, les mecs se sont toujours pas embrouillés, quoi. Il est toujours chez Aftermath, à l'heure où on parle, ils sont toujours potes, c'est incroyable, et c'est beau. Moi, juste ça, c'est beau, parce que c'est rare dans le rap. Et je dis pas rap américain, je dis rap tout court, c'est rare. Donc c'est beau. Maintenant, Dr. Dre, il a renoué avec le succès, avec les chiffres. Bon, là, je vous ai fait écouter plusieurs morceaux d'Eminem tirés de plusieurs albums, mais si on revient un peu dans la chronologie, Eminem, il a sorti son premier album chez Aftermath, c'est un succès. Donc il renoue, Dre en tant que producteur renoue avec les chiffres. Mais il pense à sortir son nouvel album. Chronique 2000, c'est comme ça qu'il devait s'appeler. Et il se demande ce qu'il va faire parce que la dernière fois qu'il a sorti des projets où lui il était en avant et rappait, c'était la compilation Présente Aftermath et ça avait pas marché. Donc il est toujours dans son truc de je veux calmer les choses. Ça y est, je suis un ancien, je veux pas me retrouver à avoir des embrouilles, tout ça. Moi, j'adore la East Coast, je veux pouvoir aller là-bas. Il est toujours dans son truc. Sauf qu'il a fait ça, ça n'a rien ramené. Et c'est sa femme qui lui dira, chérie, ça suffit maintenant. Toutes tes conneries où tu veux être sage, tout ça, les gens t'attendent pas là, tu l'as jamais été. Donc, t'arrêtes tes conneries. Tu ressors les lowriders. T'insultes les meufs de pute. Tu fumes de la weed. Et on est reparti comme avant. Et tu verras. Et elle lui a dit, mais toi, en tant que femme, tu veux que je retombe dans cette image-là? C'est comme ça que les gens t'aiment. Tu dois faire ça. C'est sa femme qui lui dit. Qui lui donne le feu vert. Et alors là, il appelle Snoop, avec qui il n'avait plus travaillé depuis un moment. Il faut savoir même que Snoop, quand Dre quitte Death Row, Snoop sortira Dogfather, donc sans une seule prod de Dre. Et dans les interviews, bien sûr, on demande à Snoop, ouais, mais Dre, il est plus là et tout. Et Snoop, légèrement, il est gratigné un peu Dre. Il disait, ouais, moi, j'ai des prods de DJ Pooh, c'est un vrai mec de rue, c'est un vrai gangster. Sous-entendu, Dre ne l'est pas. Donc, on sentait qu'il y avait une petite animosité. Et là, en fait,
Dre rappelle Snoop en disant mec, ma femme m'a parlé, elle m'a dit un vrai truc. On est reparti comme avant, comme à l'époque de Chronique. Moi je fais mon nouvel album, faut que tu sois dessus et tout. Et Snoop est très content de revenir. Snoop n'est plus chez Death Row à ce moment-là en plus. Donc il a vite compris que le problème c'était pas Dre, c'était Suge Knight. Donc il est très content de se remettre, se rabibocher avec Dre. Et entre en studio, il commence à travailler cet album, Chronique 2000. J'insiste sur le titre parce qu'au final aujourd'hui l'album s'appelle 2001. Même plus Chronique. Et faut savoir que quand Chronique, le premier, sort en 92, les gens ne savent pas de quelle chronique il parle. On a l'impression que c'est une chronique des chroniques de vie et que voilà. Sauf que en fait, c'est de la fumette, c'est une catégorie d'herbes. Sachant que juste avant, je suis désolé d'être un peu spécialiste sur le coup, même si je ne fume pas. Juste avant, la bœuf qui est à la mode sur la West Coast, c'est la Indo. Ce qu'ils appellent de l'herbe indienne ou je sais pas. Bon, c'est ce que tout le monde fume sur la West Coast. C'est l'herbe de qualité sur la West Coast. Et tout doucement, c'est la chronique. Alors certaines personnes disent que la chronique c'est la Indo, qui a juste changé de nom, et d'autres disent que non, la chronique c'est la Indo améliorée. En tout cas, en 92, quand ils sortent Chronique, c'est pour ça qu'il y a une feuille de cannabis derrière Dre ou sur sa casquette et tout ça. Donc voilà, il faut savoir que Snoop passe son temps à utiliser le mot biatch. Il le dira même à la télé. Il faut savoir qu'à la télé, à la radio aux États-Unis, on n'a pas le droit de dire des insultes. C'est directement censuré, on peut pas. Et lui, il disait biatch, qui veut dire beach, avec un certain accent. Beaucoup de gens disent que c'est l'accent de Too Short. Mais voilà, en tout cas, c'est Snoop qui le dit à ce moment-là. Mais personne ne sait que ça veut dire beach, donc lui il se permettait de dire le mot partout. 2-3 ans plus tard, les gens ont compris que biatch c'était beach et que chronique c'était de la bœuf, donc ils ont décidé de censurer ces mots-là. Et c'est pour ça que l'album s'appelle 2001 et pas Chronique 2001, parce qu'à ce moment-là, on sait ce qu'est la chronique. Donc voilà. Et pourquoi il s'appelle 2001 alors que cet album est sorti fin 1999? Donc lui, déjà, il voulait faire un album pour le nouveau millénaire. Donc il voulait l'appeler Chronique 2000. Il sort fin 99, donc décembre, il se dit, bon, on est en décembre, c'est pas grave, c'est comme si on était en janvier. Donc on est en 2000, c'est bien, c'est pour le nouveau millénaire. Mais Suge Knight et Death Row, qui sont les ennemis jurés de Dr. Dre à ce moment-là, ils entendent que Dre, le prochain album de Dre s'appellera Chronique 2000. Ils décident de sortir une compilation qui s'appelle Chronique 2000 juste avant lui, juste pour le faire chier. En plus, je dois avouer qu'il y a des bons morceaux sur cette compilation qui est un double CD. Donc voilà. Donc du coup, ça coupe l'herbe sous le pied. Donc Dre décide d'appeler son album Chronique 2001, sachant que plus tard, on retirera le mot chronique. Donc à un moment, il mettra une feuille de cannabis un peu robotisée et tout, c'est pour remplacer le mot chronique. Et il y aura marqué 2001 juste après. Si vous regardez bien, le 1, il est rajouté. Parce qu'à la base, c'était 2000 et je pense qu'ils avaient déjà fait la pochette. Ils ont dû trouver une parade à cause de Suge Knight qui leur a coupé l'herbe sous le pied. Donc voilà l'histoire du titre de l'album. Donc grâce à Madame Young, qui est la femme de Dr. Dre, on retrouve un Dr. Dre en pleine forme, en train de parler de weed, en train de parler de barbecue, en train de parler de bitches, en train de parler de lowrider, en train de parler de gangsta rap. Il revient au gangsta rap. Et cet album est une pièce maîtresse, cet album est une merveille, cet album est ce qu'il y a de mieux sur cette planète Terre. Je l'ai dit. Ça veut dire, il arrive avec le premier single, qui est Still Dre. Incroyable, qu'il a coproduit avec Scott Storch, ce piano, juste incroyable. Snoop qui fait le refrain. Et un texte écrit par Jay-Z. Et moi, à chaque fois que j'écoute ce texte, je me dis, pour écrire ça, faut être fan de NWA et de la carrière de Dr. Dre. C'est pas possible sinon. Parce qu'il y a tous les petits détails, c'est incroyable. Il s'est vraiment mis dans la peau de Dr. Dre. Et pour moi, les meilleurs auteurs, c'est ça. Donc le morceau prend tout de suite, c'est la folie. L'album, on parle d'album parfait encore. C'est juste n'importe quoi. Il faut savoir que Chronique, c'était quelque chose, hein. Donc, même si c'était 10 ans plus tard, parce que Dre c'est comme ça, hein, il y a 10 ans entre ses projets, il a réussi à faire quelque chose à la hauteur et surtout par rapport à l'époque, il a changé le rap encore une fois. Faut savoir que Chronique, il a changé le rap. Chronique 2001 a changé le rap encore. Tout le monde voulait rapper sur le même genre de beat que Dre et tout. C'était vraiment la folie. Donc il s'ensuit une tournée légendaire qui était la tournée qui avait rapporté le plus d'argent, qui est la tournée Up in Smoke Tour. Voilà, sous le signe de la fumette, hein, toujours. Et avec lui, il y a Ice Cube, MC Ren, il y a Eminem, il y a Exhibit, il y a Corrupt, il y a TQ,
il y a énormément de monde qu'on voit pas dans le DVD. Dans le DVD, ils ont mis les principaux, Dr. Dre, Snoop, Eminem, Ice Cube. Mais en vérité, il y a énormément d'artistes qui sont sur cette tournée. Moi, je connais une personne qui a eu la chance de faire une date là-bas, qui m'a dit non, mais c'est pas le DVD. Ça dure beaucoup plus longtemps, il y a beaucoup plus d'artistes. Et c'est tous des artistes liés à la West Coast. Et c'était une tournée légendaire à folie. Et à ce moment-là, Dr. Dre, il est au top du game. Il est avec Eminem. Dans l'album, il a le morceau avec Eminem, Forgot About Dre, où il revient un peu sur... Et surtout, Dre nous montre une technique qu'il ne montrait pas habituellement, où le mec fait des accélérations, des roulements et tout. Et beaucoup de gens aiment dire que Dr. Dre n'est pas un rappeur. Moi, je vous le dis, Dr. Dre est un rappeur. C'est juste un très bon interprète. C'est un mec qui écrit pas. Donc voilà, mais c'est pas parce que t'écris pas que tu sais pas rapper. Et lui, il aime faire le modeste en disant non, moi c'est plus les productions, les beats, c'est là que je suis bon. Le rap, non, il le fait très bien. Et c'est un mec qui rappe très bien en fait. Tout dépend qui lui écrit et qui rappe le truc, parce que lui il refait ce que son auteur enregistre, mais il le fera très bien. Il sait le faire. Donc moi je le réhabilite. Dr. Dre est un très grand rappeur et il y a un morceau qui le prouve, qui n'est pas sur un de ses albums, qui est sur la bande originale du film Training Day, un morceau où il est avec DJ Quick. Le morceau s'appelle Put It On Me. Dre, en termes de rap, dans ce morceau, c'est juste incroyable. Mais on n'écoutera pas le morceau aujourd'hui, mais voilà, il est trouvable partout. De Chronique 2001, pardon, c'est la folie, il y a tout dedans, et il y a un morceau où il s'ouvre pour la première fois sur la mort de son frère. On verra un peu cet épisode-là dans le film Straight Outta Compton qui est sorti il y a pas longtemps. Mais à l'époque, nous, on n'est pas au courant. Et son frère qui s'appelle Tyree, le dernier morceau de l'album, il lui dédie le morceau. Et après avoir fait tout un album où il parle d'être un gangster et tout, et à la fin, il dit, dans ce morceau, il dit, ouais, il paraît que les gangsters ne pleurent pas. Si c'est la vérité, je viens de réaliser que je suis pas un gangster, parce qu'il pleure toujours son frère et tout. Et je trouve que ce morceau a humanisé la carrière de Dre, en fait. Où on a l'impression que, à partir du moment où on sait qu'il est interprète et qu'il écrit pas, on a l'impression que c'est juste du service. Allez, on vous livre. C'est ce que vous voulez, on vous livre. C'est de très bonne qualité, c'est très bien fait, mais voilà. Et avec ce morceau-là, honnêtement, et le morceau est écrit par Royce da 5'9", qui est le pote d'Eminem, très grand rappeur, et pour moi le meilleur rappeur autour d'Eminem. Et la musique est de Lord Finesse, une légende du Bronx, DITC. Et voilà, c'est un morceau où Dre n'a vraiment rien fait, en fait. On lui a tout ramené, en tout cas lui il a expliqué, voilà, je veux ça, je veux parler de ça, et on lui a tout ramené, et je trouve que Mary J. Blige au refrain, je trouve que voilà, ce morceau, il humanise, c'est très bien qu'il le mette à la fin, ce morceau, il humanise vraiment toute sa carrière et tout, et c'est beau. Et on retrouve un Snoop Dogg en pleine forme, en fait, parce que finalement, Snoop aussi, après le départ de Dre de chez Death Row, il se cherchait, en vrai. Il cherchait le bon producteur, il cherchait, voilà, pour travailler avec lui. Et là, de le retrouver sur des sons de Dr. Dre, incroyable. Et puis, il y a des morceaux comme Next Episode qui, jusqu'à maintenant, sont joués, on dirait que c'est sorti hier, tout ça. Alors à ce moment-là, Dre marche sur l'eau. Ça veut dire il a Eminem qui cartonne là, le Marshall Mathers LP, c'est n'importe quoi, les ventes battent tous les records de vente de l'histoire du rap. Chronique 2001, c'est un succès énorme qui surpasse Chronique. On est vraiment très très loin. La tournée Up in Smoke Tour, c'est la tournée la plus rentable de l'histoire du rap. Il marche sur l'eau, tout ce qu'il fait, ça marche. Donc à ce moment-là, Dr. Dre décide d'accélérer au niveau de ses productions, sortir d'autres productions. Il y a toujours Rakim qui est là, qui traîne là, le pauvre, et ça sort jamais. Là, à ce moment-là, il décide de faire deux mouvements. Il y a une chanteuse qui s'appelle Truth Hurts, qu'on voit dans le DVD de Up in Smoke Tour, qui vient chanter Let Me Ride avec eux quand ils font rentrer le lowrider sur scène. C'est un moment incroyable. Et il l'a signé et il compte la sortir. Et pour le premier single, il va mettre Rakim en feat. Alléluia. Enfin. Rakim qui fait un super couplet. Nous, on était contents. On se disait, ça y est, ça va sortir. C'est jamais sorti. Mais bon. De l'autre côté, il décide aussi de se lancer dans le cinéma. Produire un film dans lequel il va jouer avec Snoop. Les deux acteurs principaux, c'est Dr. Dre et Snoop. C'est une comédie qui s'appelle The Wash. Et il y a des apparitions notamment d'Eminem,
qui a un rôle incroyable. Si vous avez pas vu le film, je veux pas spoiler, mais voilà. Daz Dillinger qui vient pécho de la weed, tout ça. Il y a bref, des apparitions comme ça. Et ce film, moi personnellement, j'aime ce film. Quand je dis je l'aime, c'est je l'ai beaucoup regardé. Dès que je me sens pas bien, je le regarde. Mais en vérité, c'est nul. Quand je dis c'est nul, c'est que c'est pas une révolution dans le cinéma, même dans ce genre de comédie. How High, c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire? Là, on parle de même créneau. Mais How High, c'est mieux. Ça, voilà. C'est vraiment, c'est pas un bon film en vrai. Mais quand t'aimes Dre, quand t'aimes la West Coast, il y a des bribes, des bons passages et des trucs cool. Et le film est cool en fait. Voilà, juste cool. Mais ça révolutionne pas le cinéma. Mais eux, comme c'est quand même Dr. Dre et Snoop à l'affiche, et que Dre réussit tout ce qu'il fait à ce moment-là, ils se disent, on va tout péter. Il se trouve qu'ils sortent la même semaine que Harry Potter. Ils ont eu aucune chance. Ils se sont fait fumer. Après, Snoop disait en interview, c'est de la faute de cet enfoiré d'Harry Potter. Ouais, tout ça. Mais bon, en vérité, même s'il n'y avait pas eu Harry Potter, je pense pas que ça aurait eu un grand succès. C'est pas Friday. Voilà, c'est pas How High, c'est pas Friday. Et How High, pour moi, dans ce genre de comédie ghetto, c'est très haut niveau. Et on n'était pas là, même si c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils sortent une bande originale qui est vraiment pas mal. Mais du coup, comme le film flop, la bande originale flop à la Dr. Dre, il fera platine. Mais comme on sait, platine, il est pas content Dre. Donc voilà. Et en parallèle, il y a l'album de Truth Hurts. Là, c'est une toute autre histoire. Ils sortent un single incroyable avec une prod de DJ Quick, qui est l'autre gros producteur de la West Coast. Il y a Dr. Dre. D'un côté, il y a DJ Quick. Et moi, je rajouterais personnellement Battle Cat. Mais voilà, DJ Quick qui est très important sur la West Coast. La différence, c'est que Dre, il a réussi à prendre tous les États-Unis, voire le monde. Et Quick, c'est un peu resté sur la West Coast. Mais très grand producteur. Et Dre donc confie le premier single, qui n'était pas le premier single à la base. Le premier single, c'est un morceau qui s'appelle The Truth, qui est featuring R. Kelly. Truth Hurts featuring R. Kelly. Et le problème, c'est que ça tombe pendant la période où R. Kelly est accusé de pédophilie. Donc du coup, ils font au label, hop, on change tout. Ça sort pas en premier single. Et ils switchent sur ce morceau qui s'appelle Addictive, qui est produit par DJ Quick, qui est un super morceau avec des voix indiennes derrière. Le morceau, il est magnifique, il est superbe. Le morceau est envoyé en radio, tout le monde pète un câble dessus. Toutes les radios jouent, jusqu'en France, c'était matraqué en France. Sauf qu'un beau jour, les Indiens arrivent. Vous avez pris nos voix. Vous n'avez rien déclaré. On a vu des avocats. On a le droit de vous demander 1 milliard, des chiffres incroyables. Effectivement, ils n'avaient rien déclaré. Donc du coup, ils ont dû payer. Bon, ils n'ont pas payé 1 milliard, mais ils ont payé des millions. Il faut savoir que dans les maisons de disques, même si le morceau il était matraqué à la radio, ils se disent pas c'est matraqué à la radio, elle va s'en sortir à un moment, Truth Hurts, ça va marcher. Eux, ils se disent, on a une balance en fait, c'est des mathématiques. Combien tu dépenses et tu dois faire des bénéfices par rapport à ce que tu as dépensé. Donc ils avaient dépensé pour la production de l'album, mais au bout d'un moment, avec cette histoire de samples pas déclarés, des Indiens qui viennent, qui réclament des millions et qui ont gagné, donc ils ont dû, la maison de disques, que ce soit Interscope, avec Aftermath, ils ont dû payer les Indiens. Donc du coup, la balance, elle est vraiment déséquilibrée. Ça veut dire qu'ils gagnent vraiment pas d'argent, donc ils décident d'arrêter la promo sur l'album. Ils sortiront le clip de Truth, le morceau avec R. Kelly, mais sans R. Kelly dans le clip, parce que R. Kelly pestiférait à ce moment-là, faut pas le voir. Et ils arrêtent tout, en fait. Et l'album ne marchera pas, il fera même pas disque d'or. Alors qu'il y avait des morceaux pour et tout, mais ils se sont dit non, on a déjà perdu de l'argent, on peut pas continuer, on arrête tout. Donc là, il y a The Wash, avec le film qui marche pas, et il y a Truth Hurts avec cette histoire de sample. Ça fait que il retombe un peu dans un trou là, Dr. Dre, où voilà, il y a 2 projets qui se sont plantés, donc ça va pas. Mais on va écouter 2 morceaux tirés de ces 2 projets. On va écouter le morceau de Dr. Dre avec Nocturnal, le morceau s'appelle Bad Intention. Incroyable morceau, incroyable clip, où Dr. Dre et Nocturnal sont dans une maison close, clairement. Un morceau de dingue. C'est pas Dre qui a fait la musique, même si la musique est dingue. C'est un producteur qui s'appelle Mahogany. Et on va écouter le fameux morceau de Truth Hurts qui s'appelle Addictive. Et malheureusement, DJ Quick a samplé des voix indiennes sans les déclarer, et ça a plombé le projet. Mais le projet était cool, c'était
premier projet R&B finalement de Dr. Dre, parce qu'il voulait produire Don Robinson, Dan Vogue, et ça s'est jamais fait. Donc voilà, je tiens juste à dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je balancerai des noms d'artistes qui sont signés, que Evie, la rappeuse de Philadelphie, était d'abord signée chez Dr. Dre Aftermath avant de signer chez Rough Rider. Il s'est rien passé. Finalement, Dre l'a laissé partir, elle voulait partir, elle a signé chez Rough Riders où elle a fait des disques de platine, super carrière. À un moment, ça s'est estompé, mais surtout, Dre est venu produire des morceaux sur ses derniers albums qui ont été des succès, notamment le morceau Let Me Blow Your Mind avec Gwen Stefani qui a fait un hit énorme. C'était produit par Dre. Et du coup, tout doucement, Eve est revenue chez Dre. C'est-à-dire, c'est Eve au top de son nom est énorme. Elle re-signe chez Aftermath et là, tout le monde se dit, là, ça va être énorme. L'album ne sortira jamais. Donc voilà, je vous ai dit que j'allais vous citer des noms d'artistes signés comme ça dans plein. Eve en est une au passage. Il y a un moment, Dre, il ne supporte pas la défaite. C'est défaite à 1 million, mais il supporte pas ça, donc il se dit qu'il faut qu'il continue, il faut qu'il trouve la nouvelle perle rare. Et cette perle rare, c'est Eminem qui va lui ramener. Il y a ce rappeur de New York, de Jamaica Queens, qu'on appelle 50 Cent, qui est totalement boycotté à New York à cause de ses histoires avec la Supreme Team. J'en ai déjà parlé dans le spécial G-Unit, mais il a des histoires, il est en guerre avec la Supreme Team. Supreme Team, c'est toute une organisation de vendeurs de drogue autour d'un mec qui s'appelle Supreme lui-même, son surnom, et qui vend énormément de drogue dans les rues, notamment à New York, et Supreme est craint. Tout le monde a peur de lui. C'est des gens qui n'hésitent pas à tuer des gens si jamais vous vous mettez sur son chemin. Et il se trouve que 50 Cent a dealé un petit peu pour ce mec-là. La mère de 50 Cent est morte. Les rumeurs disent que ce serait la Supreme Team qui l'aurait tué parce que elle-même dealait pour cette organisation. Voilà, il se trouve que lui, quand il grandit dans la rue, il commence à vendre à son propre compte au bout d'un moment, commence à rapper, et la Supreme Team, d'après les rumeurs, finance, sponsorise Murder Inc., qui est le label de Irv Gotti qui produit Ja Rule. Et donc du coup, une des raisons pour lesquelles 50 s'attaque à Ja Rule et toute son équipe, c'est parce qu'il y a la Supreme Team derrière et que voilà, il est dans un instant de vengeance et tout. Et un jour, dans une mixtape, en rappant, il a laissé échapper une phrase que beaucoup voient comme une balance, où il aurait balancé que la Supreme Team vendait de la drogue et tout ça, machin. Et tout le monde a dit, ok, c'est une balance. Surtout du côté de la Supreme Team, donc il faut le tuer. Et c'est là qu'il a pris toutes ces balles, là. Mais finalement, il est toujours vivant. Voilà. Mais, en tout cas, ce Supreme a dit, celui qui signe 50 Cent ici à New York, il aura affaire à moi. Donc personne ne voulait le signer. À un moment, Jam Master Jay, légendaire DJ de Run DMC, ce groupe légendaire, avait son label, il avait signé 50 Cent. Il se trouve que Jam Master Jay est mort. Alors, je ne fais pas de rapprochement. Jusqu'à maintenant, rien n'a été prouvé. Mais certaines personnes disent que c'est parce qu'il aurait travaillé avec 50, la Supreme Team l'aurait mal pris et tout. Sachant que Jam Master Jay, c'est un mec sans histoire. C'est un mec qui ne trempait dans aucun trafic. Surtout, il était DJ de Run DMC. C'est des mecs qui tournaient à vie. Tellement ils avaient des tubes importants dans l'histoire du rap. Donc voilà. J'en sais pas plus, je me suis jamais vraiment penché sur l'histoire. Mais en tout cas, voilà le climat pour 50 Cent à New York. Personne ne veut le signer parce que on dit si on le signe, on va avoir affaire à la Supreme Team et on veut pas de problème. C'est pour ça que 50 décide de faire des mixtapes, arroser les mixtapes à l'époque où les mixtapes sont en CD et qu'elles se vendent $5 dans la rue, voilà. Il en fait plein avec son équipe, le G-Unit, et ils arrosent New York parce que finalement ils peuvent pas avoir de deal, ils peuvent pas sortir d'album. Donc ils en mettent partout dans New York, ça tourne et il y en a une qui arrive aux oreilles d'Eminem. Et Eminem adore. Il contacte 50 Cent et il dit, ouais, moi je veux te signer. Et Eminem, c'est déjà le grand Eminem. Donc, 50 dit, ah, mais moi avec plaisir. Donc, Eminem qui est proche de Dre, en parle à Dre en disant, ouais, j'ai découvert un artiste, je veux le signer et tout. Machin. Donc, Dre dit, ah, fais-moi écouter. Et Dre pète un câble aussi dessus, il dit, viens, on le fait à deux. Et l'autre il dit ouais, parce que Dre c'est vraiment sa spécialité, la production, il connaît plus qu'Eminem, donc il disait ok, pas de problème, on le fait à deux. Donc
il se retrouve à contacter 50 en lui disant non mais c'est plus que moi Eminem, maintenant c'est Dre aussi en coproduction. Là 50 il en peut plus, il se dit mais attends. Et c'est parfait par rapport à ces histoires parce que Eminem est de Détroit, Dr. Dre est de Los Angeles, ils en ont rien à foutre des histoires de New York, de Supreme Team, tout ça. Eux, ils signent un mec qui trouve fort, ils se disent on va gagner de l'argent avec ce mec-là et voilà. Et la saga de 50 Cent commence comme ça en fait. Parce qu'ils signent chez des mecs qui n'habitent pas à New York. Et ces mecs-là, c'est pas n'importe qui, c'est des très gros vendeurs, c'est des mecs qui ont une influence énorme sur le rap américain, si c'est pas les mecs les plus influents à ce moment-là. Donc vous connaissez l'histoire, je vais pas vous faire un spécial 50 Cent ici. Des tubes. Il éteint un Murder Inc. dès son premier album chez Aftermath, il éteint Ja Rule. C'est la folie. In the Club, c'est un raz-de-marée. Il commence d'abord par le single Wangsta, qui est sur la bande originale du film 8 Mile. Le film sur Eminem, le film d'Eminem, tout est un succès et voilà, on connaît la suite des albums multiplatine. Le premier album de 50, Get Rich or Die Trying chez Aftermath, chez The Aftermath, ils vend 8 millions. Là, on est de 8 fois platine américain et il en vend dans le monde entier, donc encore plus. Tout après l'album de Massacre avec Candy Shop, tout ça, il fait tube sur tube, il cartonne. Donc là, pour Aftermath, c'est reparti. On oublie Truth Hurts, on oublie The Wash et tout va bien. Donc voilà, il faut savoir que Dr. Dre à ce moment-là, il décide de bosser sur la suite de Chronique 2001. Il y a eu Chronique, la bœuf. Il y a eu Chronique 2001, la bœuf du nouveau millénaire. Et là, il décide de bosser sur son nouvel album, The Detox. Ça veut dire il va se désintoxiquer de toute cette bœuf qu'il a fumée pendant ces 20 dernières années. Donc, il décide de bosser sur ça. Et comme Dr. Dre est un mec très, très pointilleux, il décide d'appeler, comme il voit le succès que Still Dre a eu avec l'écriture de Jay-Z, il décide d'appeler les meilleurs rappeurs des États-Unis. Et c'est Dr. Dre. Tout le monde répond, il dit « Je veux vos meilleurs textes pour mon meilleur album ». Donc tout le monde se met dessus. Il y a eu Lil Wayne, il y a eu Crocodile, il y a eu Ludacris, tout le monde a écrit pour cet album, qui n'est jamais sorti jusqu'à ce jour. Mais voilà, en tout cas, là, à ce moment-là, il est dans cette optique-là. Mais en même temps, il vient de signer un jeune de Compton qui s'appelle The Game. Et il se demande comment il va le travailler. À ce moment-là, les mixtapes, c'est très important. Donc, The Game fait des mixtapes et tout. Ça se passe pas trop mal, mais c'est pas encore la star et il se demande comment il va le travailler. Faut savoir qu'à ce moment-là, il a signé aussi, je vous ai dit, hein, on va envoyer des noms de rappeurs qui ont jamais rien sorti. Bishop Lamont, qui est un mec que j'ai eu la chance de rencontrer parce que j'ai travaillé avec lui à un moment. Il a signé un autre mec d'Atlanta qui s'appelle Stat Quo. Bishop Lamont et Stat Quo sont des grands kickers, des très grands rappeurs. Malheureusement, ils passent leur temps à écrire des textes pour Dre. Dre leur sort des sons de temps en temps. Ils disent, allez-y, maquettez, faites des morceaux pour vous aussi. Mais Dre, il est pas trop sur leur musique à eux, il est plus sur qu'est-ce que vous avez fait pour moi. Faites-moi écouter des morceaux. Donc ce qui fait que leur carrière avance pas et c'est Bishop Lamont, il sortira ses trucs en indé en quittant Aftermath, mais par exemple, Stat Quo, ça l'a tué, toute cette expérience chez Aftermath, à rien sortir, ça l'a tué. Donc du coup, il y a The Game, qui est un mec de Compton, comme Dre, et il se dit, non, lui, faut que, c'est un petit privilégié, c'est Compton. Donc faut que je fasse quelque chose avec lui. Et il a la bonne idée de dire, vu que 50 Cent et G-Unit arrachent tout, il a la bonne idée de dire à 50 Cent, prends-le avec toi. Il faut que ce soit G-Unit. Regarde comment t'as ton truc. Il y a Young Buck qui vient du Sud. C'est G-Unit Sud. Toi et Lloyd Banks et Tony Yayo, vous êtes de New York, vous êtes G-Unit East Coast. T'as personne sur la West Coast. Faut que ce soit The Game. Du coup, ça devient G-Unit Aftermath. Et on fera l'album The Game. 50, qui est businessman depuis le premier jour, hein, il se dit, ouais, c'est très bien d'avoir un mec sur la West Coast. Donc, allons-y, on est parti. C'est là qu'on commence à voir The Game vraiment dans tous les clips. Si on regarde In The Club, à l'époque de In The Club, on connaît pas la tête de Game, on la connaît très peu, mais il est dans le clip déjà. On le voit même quand ils font des morceaux, G-Unit font des morceaux avec Joe, ce chanteur de R&B.
il est là, il est dans le clip, alors qu'il rappe pas. Ils le prennent vraiment. Il est habillé tout en G-Unit wear, tout ça. Ils le prennent vraiment sous leur aile. C'est un mec de G-Unit pour tout le monde. Et comme G-Unit ça cartonne, les gens veulent toujours savoir c'est qui le prochain à sortir chez G-Unit. Et donc ça aide beaucoup. Et l'album The Documentary arrive. Et là, il casse tout. Et c'est un super coup, un coup de maître de la part de Dr. Dre de le confier entre guillemets à 50 Cent. Malheureusement, les relations entre les deux part vite en vrille. Dès la promo de ce premier album, ça part en vrille. Je l'ai déjà raconté dans la Social Unit, mais ça mange pas de pain de la raconter encore. 50 qui est en embrouille, en bif avec plein de rappeurs, notamment Fat Joe ou The Lox ou même Nas. Il en bif avec tous ces rappeurs-là. Un jour, The Game se retrouve, il est à New York, il est à la radio. On lui pose la question, est-ce que tu travaillerais avec ces mecs-là? Et en grand fan, il dit, ouais, moi j'adore ce qu'ils font. Sauf que 50 est au même moment sur une autre radio new-yorkaise. On appelle 50 pour lui dire, voilà, Game, il vient de dire ça. Il dit, ah bon? Donc lui à la radio, 50 dit, The Game, il est viré de G-Unit. Tout de suite. Donc du coup, on appelle Game pour lui dire, hey, il y a 50 sur telle radio qui est en train de dire que il t'a viré. Il a dit, ah bon? On y va. Et là, ils vont rejoindre 50 là-bas dans cette radio, et il y a des coups de feu qui sont échangés. Direct. Embrouille, tout ça. Il y a des mecs qui sont touchés, hein. Et voilà, il y a que des blessés, pas de morts. Mais voilà. Ça, il y a une escalade, et à partir de ce moment-là, les mecs se détestent. Quelques semaines plus tard, ils prendront une photo avec un chèque qu'ils remettront à une œuvre caritative en disant on a fait la paix. La photo, elle est trouvable sur le net, c'est n'importe quoi. On voit leur tête, on comprend qu'ils ont pas fait la paix. Après, ça repart de plus belle. The Game fait des morceaux qui durent 12 minutes où il insulte 50 Cent et G-Unit. Il sortira un DVD qui s'appelle G You Not, où il fait toute une campagne, mais vraiment comme une campagne présidentielle pour discréditer G-Unit, dire que 50 Cent est une balance et que ces mecs-là sont pas vrais. À un moment, il va jusque dans Jamaica Queens, qui est le quartier qui a vu naître 50 Cent, et il trouve des gens anti-50 Cent dans son propre quartier. Donc du coup, il les filme et tout, et ils lui disent ouais, The Game, on est avec toi, on t'aime. Donc il fait vraiment ce DVD, il est vraiment dans une grosse campagne. 50 répond sur des morceaux comme So Disrespectful, avec une phrase très dure où il dit ouais, tes potes tirent sur des portes, mes potes tirent sur des hommes, sachant qu'il y a un gars de l'équipe à Game qui a été touché, et de l'équipe de G-Unit, personne n'a été touché. Donc voilà, il dit ça. C'était assez intense comme bif. Donc voilà, ils sont jamais remis ensemble, même si à un moment The Game a envoyé des perches, mais The Game il est un peu bipolaire sur ces trucs-là. Aujourd'hui il t'aime, le lendemain il te déteste, après il t'aime à nouveau, tout ça. Il est pas fiable sur ce coup-là. Mais voilà. The Game, il aura un bif avec Bishop Lamont, qui est un rappeur qui était signé chez Aftermath, mais qui aura jamais rien sorti. The Game finalement a sorti un truc, donc il y a une petite animosité. Et ce qui est dingue, c'est que The Game, c'est pas le gangster qu'on pense qu'il est. Il raconte beaucoup les histoires de son frère, qui s'appelle Big Phase, qui lui est vraiment un gangster très dur et tout. Et à un moment, il s'embrouille avec son propre frère, et son propre frère décide d'aller à côté de Bishop Lamont pour manquer de respect à The Game, qui est son propre frère. Et du coup, il donne des petites histoires, des petites anecdotes à Bishop Lamont. Ça, c'était vraiment étrange. C'était vraiment étrange. Voilà, après, depuis, ils ont fait la paix, mais bref. En tout cas, The Game, gros succès avec le premier album. Il s'embrouille avec 50, donc du coup 50 fait comprendre à Dr. Dre, c'est lui ou moi. Bon, il faut savoir que 50, c'est une star, il a un gros potentiel, mais en vrai, le premier album de The Game sort à peu près la même année, je crois, que The Massacre, qui est le deuxième album de 50 chez Aftermath. Et ils font les mêmes chiffres. Donc ça déjà, 50, ça lui plaisait pas. Il se disait, on lui a donné de la force, il devient aussi important que moi. Et c'est pour ça qu'il met un peu la pression à Dre, c'est lui ou moi. Dre s'est dit, non, il y a plus à faire avec 50, donc il a sagement dit à The Game d'aller juste à côté. Il restait dans la maison Universal, mais il était plus chez Aftermath. Et The Game fera tout le reste de sa carrière sans Dre. Mais voilà. Roule avec Driver, spécial Aftermath. J'ai envie de vous citer quelques noms, des signatures, des mecs, entre guillemets, portés disparus. Alors je pense à un mec qui s'appelle Slim the Mobster. J'avais envie de croire en lui. Il y a quelques morceaux qui sont sortis, mais finalement, non.
On attend toujours et rien. Et puis surtout, on parlera du projet Compton qu'il a sorti là pour la sortie du film sur les NWA. Mais on voyait un peu les artistes avec qui il travaillait et voilà, il y a des gens qui étaient pas présents dans cette compile, donc voilà, j'avais envie de dire Slim the Mobster. Là, on va parler de Busta Rhymes parce que Busta Rhymes a fait un album chez Aftermath. Il faut savoir que je crois que c'est sur l'album Genesis, si je me trompe pas. Busta Rhymes a travaillé avec Dre. Dre lui avait fait le superbe morceau qui est Break Your Neck, incroyable morceau où Busta débite comme jamais et la musique est dingue et voilà, c'était Dr. Dre à la production. Donc il y a eu ce rapprochement, mais même Dre a toujours été fan de Busta Rhymes. Moi je me rappelle d'un reportage sur MTV à l'époque justement de la première compilation là, Aftermath, Dr. Dre présente Aftermath, et il faisait écouter un mec, je crois que c'était, qui s'appelle RC, un espèce de chanteur, il chantait un peu comme David Bowie, mais sur une prod dure de Dr. Dre. Et Dr. Dre, quand il a présenté en faisant écouter le morceau, il a dit, lui, c'est Busta Rhymes du R&B. J'ai trouvé l'image folle. Busta Rhymes du R&B. Comment c'est possible? Et voilà, et parce que le mec était fou, c'était vraiment bizarre. Et pour qu'il cite Busta Rhymes comme ça, déjà à l'époque, tu disais, oh ouais, le mec il est fan. Et au final, il finit par le signer. Après le succès de Break Your Neck, le single, c'est vraiment, c'est la folie jusqu'à maintenant, les gens le jouent, c'est dingue. Et il finit par le signer et il sort un album. Je sais pas, je suis mitigé sur l'album en fait. En fait, j'aurais aimé, mais il faisait plus ça Dre, mais j'aurais aimé que Dre fasse tous les sons en fait. Qu'il fasse une vraie collaboration comme il a fait avec Snoop sur le premier album et tout. Mais Dre ne faisait plus ça. Par exemple, sur 50 Cent, il a pas fait ça et ça a très bien fonctionné. Donc il y avait des will.i.am, il y avait plein de producteurs, Swizz Beatz, je sais plus, il y avait du monde. Mais du coup, je trouve l'album inégal. Il y a des très bons morceaux, les morceaux produits par Dre sont très très chauds. Il y a des bons morceaux, Swizz Beatz a fait des trucs cool, mais au final, l'album, moi je le trouve inégal, je zappe des morceaux et tout. Après l'album fera disque d'or, mais dans le monde de Dr. Dre, disque d'or, déjà platine il se plaint, alors disque d'or, c'est pas possible. Donc voilà, moi je suis un peu déçu quand on voit la carrière de Busta Rhymes en fait, on voit que sans signer chez Aftermath, il a des meilleurs albums. Donc quand t'es chez Aftermath, t'es censé avoir le top du top et c'est pas ce qui s'est passé. Mais il y avait quand même de bons morceaux. Et le single avec will.i.am, produit par will.i.am, qui s'appelle I Love My Bitch, avait bien tourné, même ici en France. Et ils avaient fait ce clip, il est avec Gabriel Union, ils avaient refait ce film où Brad Pitt est avec sa femme de l'époque, Angelina Jolie, Mr. and Mrs. Smith. Ok, voilà. Et ils ont recréé en fait le film. Ils ont recréé juste pour le clip. Et le clip est assez marrant. Mais bon. Maintenant, on va parler de ce jeune prodige. Je remarque quand même que Dre fait du favoritisme. Il signe plein de gens. Et il y en a plein qui sortent rien, qui disparaissent, qui s'en vont et tout. Mais quand ces gens viennent de Compton, il y a quand même tout. Bon, King T, c'est pas sorti. Même si l'album qui devait sortir chez Aftermath est sorti piratement quelques années plus tard, et l'album est très bien. Moi, chez moi, je l'écoute beaucoup. Mais, quand t'es Compton, quand même, il va jusqu'au bout. Voilà. Et là, on parle de Kendrick Lamar, qui est de Compton. Après, c'est un prodige, c'est un génie et tout. Maintenant, moi, je vous cache pas que j'étais à Los Angeles. Je regardais la télé et je vois un clip de J-Rock featuring Kendrick Lamar. Alors je me rappelle plus exactement du titre, mais je crois qu'il disait on est trop rue, les gens vont probablement pas aimer ça, je sais plus. Et je regarde Kendrick Lamar. Alors je sais qu'il est signé chez Aftermath et je me dis comment ils vont le faire marcher lui. Il a rien d'une star à ce moment-là. Il a pas le charisme, il a pas le truc. Et les morceaux que j'entends, c'est pas des tubes, c'est pas des hits. Je me dis, mais comment il va faire? Moi, je me dis, ils vont se péter la gueule, ou alors, je me dis, il le sortira pas, comme il a l'habitude de faire et tout. Je suis à Los Angeles, il a même pas de buzz, Kendrick Lamar, en fait. Il a du buzz dans Compton et tout. Mais, les gens pensent pas à lui, c'est pas le mec et tout. Donc, je me dis, mais comment Dre va faire? Ça va être compliqué.
arrive le premier album chez Aftermath, parce qu'il y a un autre album juste avant qui s'appelle Section 8, si je me trompe pas de numéro, mais... Section 80. Ah, 80, ok, ouais, Section 8 c'est MC8, pardon, un autre rappeur de Compton, voilà, et moi je me dis, bon, c'est compliqué, le premier album va arriver, et il sort un morceau qui s'appelle The Recipe, qui est cool, j'aime le morceau, sans que ce soit énorme. Et je vois des vidéos qui traînent d'un espèce de making-of de clip qui doit arriver, et le clip il arrivera jamais. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fabrique avec ce mec-là en fait? Et finalement l'album sort, et le single c'est Drunk. Swimming Pool. Voilà, je cherchais le titre exact. Et là je me dis, ah ça c'est pas mal. Et je me dis, Dre, il a vraiment une formule. Le sexe, la bœuf. C'est ce qu'il a toujours fait pour vendre des disques. Et là, le mec se dit, on va rajouter l'alcool. Et ce qui est fou en fait sur cet album, le premier album de Kendrick Lamar chez Aftermath, qui est Good Kid, Mad City, il y a aucune prod de Dr. Dre dessus. Aucune. Dr. Dre rappe sur Recipe et sur le morceau Compton, mais il fait aucun son dessus. Et lui, quand il écoute en fait les morceaux, à chaque fois il dit, t'as pas besoin de moi. T'as pas besoin de moi. Et ce qui est fou pour la rencontre, c'est que quand on lui amène Kendrick Lamar, en fait, lui dit, je veux le signer. J'adore ce qu'il fait, il est très fort. Lui, il rappelle Eminem, en même temps Snoop, en même temps Tupac. Il y a tout ça en un seul mec qui est tout petit d'ailleurs. Et il dit, je veux le signer et tout. Et Kendrick, quand il vient, il dit, ouais, mais je suis pas tout seul. Moi, je suis avec un producteur qui s'appelle Top Dog, qui a un label qui s'appelle Top Dog Entertainment, donc TDE. Et il dit, moi, là-bas, j'ai signé dessus. Et Dre, il dit, viens avec ce mec-là. Et ici, quand il parle avec lui, il dit, je veux racheter ton label, carrément. Bon, Top Dog, il dit, on va pas exagérer non plus. Mais la rumeur dit, et ça reste une rumeur, qu'il a des parts. Il a racheté des parts dans TDE. En tout cas, c'est pour ça que il y a des images d'un enregistrement d'album de J-Rock, et on voit Dre avec eux en studio, alors que Dre il a jamais fait de son dessus et tout, on se demande pourquoi, mais la rumeur dit qu'il aurait des parts dans TDE. En tout cas, voilà, il signe Kendrick Lamar, et Kendrick Lamar révélera, ouais, moi je suis un petit Compton, et mon père m'avait amené quand il tournait California Love. Il y a deux versions de clips. Il y a un clip qui est tourné à Compton et tout, et il dit, ouais, mon père m'avait pris sur ses épaules, on était venu au tournage et tout, et ça me fait bizarre d'être signé chez Dre alors que moi j'étais tout petit sur les épaules de mon père. J'allais voir le tournage de California Love avec Tupac et Dre, donc elle est belle la petite image. Et du coup Kendrick Lamar se retrouve signé là-bas. L'album, alors moi Swimming Pool, je trouve ça cool, mais c'est pas mon morceau préféré. Quand j'écoute l'album, je prends une claque. Moi, j'en peux plus. Bon, moi, c'est Beat Jean Kill My Vibe. Je suis devenu fou quand j'ai entendu ça. Je dis, c'est pas possible. Mais même, comment il s'appelle ce freestyle? Ring king king, ring king king. Ali, Money Not a Dream. Incroyable. Il parle de Paris. On voit la Tour Eiffel dans le clip. Il est à Paris. Incroyable morceau. Il y a morceau avec MC8 qui est juste incroyable, qui est Mad City, tout simplement. Où ils reprennent Growing Up in a Hood, qui est un classique de Compton, d'MC8, de Compton Most Wanted. Donc il y a ce truc où il reprend le témoin aux anciens et il ramène le truc plus loin pour les jeunes et tout ça. C'est vraiment un beau disque. Moi, je suis complètement fan de cet album. Et au final, on peut se dire, il a tout mis dans le premier album. Ça va être compliqué. Moi, le deuxième album sort, je trouve qu'il a rien à voir avec le premier, mais qu'il est tout aussi fort. How to Pimp a Butterfly. Avec cette pochette incroyable devant la Maison Blanche, avec plein de potes et tout ça, que le Jules reprendra. Bon, c'est pas devant l'Élysée, mais c'est pas grave. Et honnêtement, le mec est consistant, le mec il raconte des choses, le mec a un flow de dingue, le mec vraiment, c'est ce que j'ai dit. Pour moi, c'est Snoop, Eminem et Tupac en même temps. Et toute proportion gardée, mais à chaque fois il y a quelque chose de ces mecs-là. Et ça tue. Et à Los Angeles, où les gangs sont très importants, faut savoir que lui, il est ici d'un quartier Blood, donc ceux qui s'habillent en rouge, et que c'est un des rares rappeurs à être supporté par les deux, en fait. Les Crips l'adorent, et ils disent que lui,
Nous, si on doit bouger pour lui, on bouge pour lui. Alors qu'il vient d'un quartier Blood et tout ça. Et vraiment, c'est tout Los Angeles le supporte, toute la West Coast le supporte, et il devient vite un hit dans tout le pays. Et voilà, ça amène jusqu'au dernier album qui est un raz-de-marée, l'album Damn. Moi, quand il envoie le clip, Humble, be humble, sit down. Déjà, le clip, c'est n'importe quoi. J'étais traumatisé. Et voilà, il amène le truc à un autre niveau, encore une fois. Et bref, le mec est une superstar. Il reçoit des prix que aucun rappeur n'avait eu avant. Et puis, le mec, il a le fond et la forme, vraiment. Il écrit des trucs de ouf. Et il les rappe comme un ouf. Donc voilà, j'ai eu la chance de le voir en concert là quand il est venu récemment à Paris. Même sur scène, c'est la folie. Il a tout, le mec. C'est un génie. Et Dr. Dre, juste là derrière, il met tout en œuvre pour qu'il sorte dans de bonnes conditions. Et il lui a, jusqu'à maintenant, en 3 albums, il lui a pas fait un morceau. C'est incroyable. Il a même pas besoin des sons de Dre tellement sa musique est forte, tellement sa musique est profonde. Donc voilà. La dernière superstar en date de Dr. Dre, c'est Kendrick Lamar. Et c'est totalement actuel. Tout ça pour dire que Dr. Dre, il est là depuis Ruthless. Il est là depuis 1988, le mec. Là, dans la sauce, on célèbre beaucoup d'albums qui ont 20 ans. Lui, c'est 30 ans, lui. 30 ans dans le game, toujours là, à la pointe. Kendrick Lamar, c'est lui. Donc, voilà. Dr. Dre, au top de ce game. Pour terminer cette émission, je suis obligé de parler du dernier projet en date de Dr. Dre qui était sorti comme ça de nulle part au moment où il sortait le film sur les NWA, Straight Outta Compton. Il a sorti donc un CD, compilation, album, vous appelez ça comme vous voulez, qui s'appelait Compton, qui est pas la bande originale du film parce que on n'entend aucun morceau, il me semble, dans le film, mais en tout cas c'est Ice Cube un jour qui a dit au fait Dre va sortir là dans 2-3 jours, il va sortir un disque qui s'appelle Compton qui est inspiré du film, et voilà. Donc c'est arrivé, c'est cool, c'est un album consistant, comme j'aime dire, solide, mais c'est pas un truc qui va marquer son histoire et sa carrière, tout simplement parce qu'il est dans une optique où il a pas fait de hit dedans. Il avait juste envie de raconter des choses, inviter ses nouveaux artistes, notamment Anderson .Paak. Voilà, qu'on a beaucoup entendu sur le projet, et tout le monde a compris, ok, c'est le prochain. Donc voilà, Kendrick Lamar bien sûr rappe énormément dessus, il y a Eminem, mais il y a un mec pour les plus anciens qui est Big Hutch, Col 187, qui fait partie d'un groupe légendaire de la West Coast qui s'appelle Above the Law, et qui était signé chez Ruthless, et qui à un moment s'est retrouvé signé chez Death Row après le départ de Dre, et qui a passé beaucoup de temps à insulter Dr. Dre, que ce soit après Ruthless ou après Death Row, et ça me fait rire de le voir de nouveau. Mais faut savoir que sur la West Coast, c'est beaucoup comme ça. Ils peuvent se détester comme jamais et s'aimer à nouveau comme jamais. C'est beau. Bon, en tout cas, en ce moment, ils s'aiment, c'est cool. Donc, ce couplet de Col 187 m'a fait plaisir, et du coup, j'en profite pour dire Rest in Peace KMG, qui est l'autre rappeur de Above the Law et qui lui nous a quittés. C'est un peu comme ça aussi sur la West Coast. Beaucoup de rappeurs meurent. La culture des gangs, pas que, parce que des fois, ils meurent pas par balle non plus. Hein. Mais voilà. En tout cas, dans ce projet, il y a un morceau qui s'appelle Talking to My Diary, où il revient un peu sur toute sa carrière et tout. C'est haut, c'est bas. Et je voulais terminer l'émission avec ce morceau, parce que c'est parfait pour. Donc, j'espère que vous avez appris plein de choses dans cette émission. Ceux qui savaient déjà, j'espère que je vous ai rappelé ces périodes-là, parce que moi, personnellement, rien qu'en parlant des débuts d'Aftermath, je me rappelle exactement où j'étais. Comme je dis, moi, Aftermath, tout commence au lycée pour moi, et j'ai tout suivi comme si j'étais un artiste d'Aftermath qui a écrit des chansons pour Dr. Dre en français qui ne sont jamais sorties, qui devaient être dans Detox, parce que Dr. Dre avait prévu de rapper en français dans Detox. Oui, j'ai écrit. Moi, je rigole, hein, parce que je sais que tout le monde croit à tout ce que je dis. En général, je dis la vérité. Sur ce coup-là, j'ai menti. Voilà, parce que sinon, vous allez faire des tweets bizarres en disant ouais, on veut écouter les morceaux. C'est pas vrai, j'ai jamais écrit pour Dre. Mais voilà. En tout cas, j'ai vécu le truc du début à la fin. Et je dis la fin, mais en fait, ça continue. On attend Anderson .Paak. On attend d'autres signatures. Bon, moi, j'attends moins les albums d'Eminem, je vais pas vous mentir. Ou en tout cas, si c'est comme les derniers, non merci. Mais voilà, Dre, voilà, jusqu'à maintenant, il est sur Kendrick Lamar. Dre trouve toujours des nouveaux artistes à produire. Donc, longue vie à Aftermath. Et quand on pense que tout est bien reparti grâce à sa femme, j'ai envie de dire merci à cette femme qui
qui lui a dit de rechausser ses crampons de gangster rappeur et tout est reparti grâce à ça. C'est beau. Et grâce à Eminem aussi quand même beaucoup.